Rien ne se passe vraiment le 31 décembre. De la bataille des retraites, on verra ce qui se passe demain à l'Assemblée nationale. Le 49.3 est une possibilité. À la loi immigration, en passant par Naël. Je pense qu'il va y avoir une vraie crise de confiance envers les institutions. Sainte-Soline et la guerre en Palestine. Est-ce que je peux en placer une ? Revivez l'année passée, version Le Média, tout de suite dans le grand zapping de 2023. Rien ne se passe vraiment le 31 décembre. Aucune page ne se ferme, aucune ne s'ouvre. On continue juste ce qu'on avait commencé avec quelques kilos en plus et beaucoup d'euros en moins. Et en parlant d'euros en moins, Emmanuel Macron nous prépare un grand festival qui va s'étaler sur toute cette année 2023. En fait, la réforme des retraites va entraîner une plus grosse partie des gens, notamment les plus riches, qui vont aller vers la capitalisation. Et puis pour moi, c'est le début de la fin. On veut le détricoter totalement, ce système de retraite. Ces 350 milliards, les fonds de pension sont en train de baver dessus. Ils veulent taper là-dedans. Ils tapent sur l'assurance chômage, ils vont taper sur la retraite. Je pense qu'après, ils vont attaquer les aides sociales. Donc c'est un combat vraiment contre la société de marché, contre la privatisation de tout. C'est du foutage de gueule intégral de parler de progrès social lorsque tu augmentes en fait l'âge de départ à la retraite. Et en fait, c'est du foutage de gueule de donner l'impression que c'est pour préserver le système de retraite par répartition. Depuis un an, le président dit tout et son contraire. Il faut une réforme des retraites pour faire des économies en général dans les comptes publics. Ah non, en fait, c'est juste pour combler les déficits du système de retraite en particulier. Ce sera le quinquennat du dialogue, de la consultation des corps intermédiaires, blabli-blabla, mais en même temps, tous les patrons de confédérations syndicales se plaignent de l'impossibilité d'argumenter sur les retraites. Ils voulaient faire la retraite à points, ça devait être révolutionnaire, ça devait être plus équitable. Il y avait l'exemple suédois qui nous montrait que 92% des femmes avaient vu leur pension baisser, mais on nous disait que c'était mieux. Voilà. Puis maintenant, il a abandonné ça. Comme il dit ça va être trop compliqué à faire, on va décaler l'âge de départ à la retraite, comme l'a fait Fillon. Pour noyer son chien, on dit qu'il a la rage, donc on casse les services publics pour pouvoir dire que ça ne marche pas et les vendre privés. Comme on l'a fait pour les autoroutes, comme on l'a fait pour Orange, comme on l'a fait pour des fleurons de l'industrie française. Les organisations syndicales, de leur côté, estiment qu'il n'y a pas d'urgence à réformer, en tout cas pas pour des raisons budgétaires, parce que le système va se retrouver de lui-même à l'équilibre dans les prochaines décennies. C'est difficile, mais bon. On n'a pas le choix, il faut travailler donc... Faire travailler plus, alors qu'on voit bien qu'au fond, le sens de l'histoire, c'est travailler moins, de trouver du temps à côté du travail, etc. Il y a une lutte derrière qui est presque une lutte de civilisation pour la vision qu'on a de notre République sociale, des droits sociaux et d'un certain nombre de choses qui sont quand même des acquis très fondamentaux de notre pays. Et donc, c'est là où va se jouer, je pense, la contestation sociale. Je crois que les syndicats ont appelé à un mouvement le 19 janvier. C'est la déviation YouTube. La grève a été très suivie, notamment dans l'éducation et les transports, avec pas moins de 200 points de rassemblement répertoriés dans toute la France, selon la CGT. En région parisienne, le trafic est d'ailleurs encore très perturbé dans les transports en commun. L'intersyndicale attendait 1 million de manifestants dans les rues de toute la France. Eh bien, ils étaient 2 millions, selon Philippe Martinez. C'était en grève la RATP, la SNCF, les enseignants, tu l'as dit aussi, 65% de taux de grévistes, les lycéens qui n'étaient pas en cours pour certains, les raffineries, les soignants, les travailleurs de l'énergie et autres. Cette colère-là qui s'exprime aujourd'hui, dans cette première journée de grève et de manifestation historique, on va en appeler d'autres, et qui devrait être entendue comme signal au gouvernement. Votre réforme, le peuple n'en veut pas. Vous avez réussi à créer l'unité syndicale contre, l'unité politique contre et l'unité du peuple contre. Alors ça va être très difficile parce que le contexte n'est pas le même que 95. 95, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas la chute du pouvoir d'achat comme on a vécu ces derniers mois avec la hausse des prix. Et il a fallu quand même un mois de mobilisation où il n'y avait pas du tout de transport en commun pour que le gouvernement lâche. Là, on a Emmanuel Macron qui n'est pas face à un enjeu de réélection et qui veut tenir pour rentrer dans l'histoire. On l'a déjà dit ici, le but pour lui, c'est d'arriver à la fin de son mandat et de dire à la Thatcher, j'ai réformé contre les miniers, c'est ce que disait Thatcher, là j'ai réformé les retraites, le marché du travail, j'ai baissé le déficit
Et en plus, je vais avoir un beau taux de chômage en radiant tout le monde. Donc, j'ai été au bout de ce que j'ai fait. Donc, le combat va être dur. Et c'est pour ça qu'entre les deux manifestations, c'est bien qu'il y ait un certain nombre de choses, moi, je trouve, qui s'organisent. Dans de nombreux métiers, on est quasiment au même niveau que le 5 décembre 2019, à ça près que le 5 décembre 2019, pour avoir beaucoup milité cette date-là à l'époque, on avait presque un mois et demi déjà d'avant. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est historique à tout point de vue. Et ça montre que les gens ont envie de se mobiliser, qu'ils ont envie de lutter, qu'ils sont prêts à aller au bout. Maintenant, il va falloir définir un véritable plan de bataille pour faire reculer le gouvernement. Tous les dirigeants politiques, syndicaux, associatifs, il faut qu'ils se regroupent, qu'ils discutent de quand est-ce que c'est le top départ d'une grève illimitée dans lequel on bloque avec ceux et celles qui ont des emplois, avec ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, avec la jeunesse. On se mobilise contre la réforme des retraites, qui est une réforme injuste et inégalitaire, qui se fait passer pour une réforme sociale, mais qui est tout le contraire, une réforme antisociale. Donc se mobilise en solidarité et pour nous-mêmes, pour notre futur. La grève par procuration ne fonctionne pas. En 2010, en 2016, il y a eu effectivement, nous avons mis énormément de force dans la bataille, nous les raffineurs, mais on sait à quel point en fait ça ne suffira pas, qu'il faudra que l'ensemble des secteurs où les syndicats sont forts se mettent dans la bataille et pensent d'ores et déjà à la grève reconductible. La manifestation était un véritable succès, il y avait un monde incroyable, 500 000 personnes ont défilé donc à Paris selon la CGT. Pour rappel, ils annonçaient 400 000 manifestants parisiens lors du 19 janvier. Les participants, ils étaient ravis, les syndicats, ils ont donc réussi leur pari, ils étaient plus que très satisfaits. Tous imputent cela à l'unité syndicale. On a vu des gens qu'on voyait jamais, des syndicats qu'on voyait même jamais, ou quasiment jamais, ou si peu, 2 ou 3. Et là, la CFTC a fait une marée bleue. Ils ont ouvert le cortège, j'avais jamais vu ça. Alors uni, ça ne veut pas dire uniforme, on n'est pas tous pareils, on sait qu'il y a des syndicats qui sont différents, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le respect qu'on a sur les différentes tactiques qui peuvent exister. Voilà, nous, à Solidaire, évidemment, on est en train d'essayer de voir et de construire des grèves, y compris des grèves reconductibles. Je n'ai aucune confiance dans l'intersyndicale. Je veux dire par là, l'unité syndicale, l'unité de logo dans une feuille, j'en ai que faire. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité des travailleurs à la base, et cette unité, elle est primordiale. D'accord ? Ce qui aide les travailleurs, c'est que lorsque les grévistes, leur grève leur appartient. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres du calendrier, ils sont maîtres des dates, ils sont maîtres de l'auto-organisation. On devrait être encore un petit peu plus dur et faire une grande manif, mais bloquer le tout. Sinon, on n'y arrivera pas. Au-delà du combat des retraites, il y a un vrai malaise en France de par l'augmentation du prix de l'énergie, du prix des denrées. Tu verrais dans les quartiers les gens qui pleurent aujourd'hui à la sortie des caisses quand ils sont sortis du magasin et le prix que ça leur coûte. Lorsqu'on discutait avec eux du prix des matières premières, du prix de l'énergie, ils me disent « mais on ne comprend pas, ça correspond à quoi ? Est-ce qu'il y a des coûts de production supplémentaires ?» Mais non, c'est juste parce qu'il y a de la spéculation qu'on est dans cette situation-là. Et alors, d'une boulangerie à une autre, alors il y avait des personnes, ils avaient leur boulangerie depuis plus de 25 ans, et la conclusion, c'était je ne conseillerais à personne d'être artisan. D'autres qui m'ont dit, de toute façon, moi je ne paierai plus ma facture d'électricité, qui a triplé, voire quadruplé, et qui viennent me chercher. Donc vraiment, il y avait une colère et une détresse, et en même temps, quand même de la détermination. Monsieur Berger, appelé à manifester un samedi, c'est quand même particulier, c'est assez rare dans le mouvement syndical. Pourquoi ce choix-là ? C'est une volonté qu'a souvent exprimée la CFDT. La dernière fois, c'était en 2010, il y avait 900 000 personnes. Là, on a dépassé ça en France, je pense, aujourd'hui. Tout simplement parce que ça permet à des gens qui ne peuvent pas forcément le faire normalement dans la semaine parce que des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'emploi, etc., de conciliation personnelle, ça permet de venir manifester. Et on a aujourd'hui une grande diversité dans les mobilisations de professionnels parce qu'on est un samedi. De mardi 7 à samedi 11 février, une chose est certaine, le nombre de participantes et participants en mobilisation a fortement progressé dans tout le pays, passant de 757 000 manifestants à 963 000 en France selon la police, 2,5 millions selon la CGT. Nous à l'Assemblée, bien sûr, on fera le travail, on sera présents, on pugnace, mais c'est la rue qui peut agir et c'est les salariés mobilisés qui peuvent le faire. Mais les manifestants le disent, ils ne sont pas dupes des intentions du gouvernement qui semble avancer tête baissée, les mains sur les oreilles. Un mot est alors sur toutes les lèvres, blocage. Bloqué.
bloqué, 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 bloqué. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. En attendant le 7 mars qui promet de passer la vitesse supérieure, l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation de masse le 16 février prochain, donc en semaine. La bataille des retraites qui s'anime à l'Assemblée nationale avec le début d'une véritable guérilla qui sera longue et douloureuse. C'était une journée mouvementée dans l'hémicycle avec différents points d'achoppement et quelques coups de théâtre avec 2 mots-clés, motion référendaire et motion de rejet. L'utilisation de la loi de financement rectificatif de sécurité sociale est un véritable déni de démocratie qui a pour but d'empêcher le Parlement et l'Assemblée nationale, qui est la seule représentante du peuple français, de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause. Eh bien, qu'ils nous autorisent à co-signer leur motion. Comme ça, l'ensemble des groupes seront co-signataires, l'ensemble des oppositions à cette réforme des retraites seront co-signataires de cette motion. Et à ce moment-là, nous pourrons tous la voter au bénéfice du peuple français. Marine Le Pen entend capitaliser sur une éventuelle défaite de la gauche. Si la réforme passe, le RN pourrait fustiger l'impuissance de la gauche et se faire le réceptacle naturel des désespérances et des colères. Ils sont tout simplement en train de préparer une réaction autoritaire et voire même une répression du mouvement social qui s'annonce. Ce que nous vivons à l'Assemblée, la violence dont ils font preuve, les coups montés qu'ils orchestrent, c'est le prélude de ce qu'ils vont faire en mars dans la rue. On a annoncé une occupation un peu avant 8h et à 8h20, la police débarquait. La police est immédiatement arrivée et rentrée en fait de force dans le lieu qu'on occupait et a arrêté les 30 étudiants qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là. Tout de suite, un déchaînement de violence. En fait, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a eu aucun contact. Personne nous a demandé ce qu'on faisait là. On a eu des personnes qui se sont fait frapper très violemment. On a toutes les conditions pénibles qu'on peut voir dans tous les métiers. On est dans l'air, dans l'eau, en hauteur, dans le feu, avec des produits radioactifs, des produits chimiques. Et pourtant, on ne reconnaît pas la pénibilité de notre métier. De passer de 57 à 59 ans, quand on a une espérance de vie qui est de 62 ans en bonne santé, pourquoi ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on meurt à 62 ans, ça veut dire juste qu'on contracte des maladies, qu'on a des troubles musculo-squelettiques, des choses qui font qu'on ne peut plus faire notre activité et qu'on aura une retraite qui sera bien difficile et bien plus courte que la population normale. Ils ne se mettent pas à la place des autres. Voilà. Ils préfèrent défendre, comme je peux dire, les riches et écraser les autres. Les femmes, cette réforme de retraite écrase les femmes. Parce que je redis encore, ce sont les femmes qui travaillent moins et qui travaillent dans des métiers très pénibles. Pour la réforme des retraites, moi je connais des collègues qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur carrière parce que vu les gestes répétitifs, ça fait qu'aujourd'hui ils ont mal aux articulations, au dos, aux épaules, aux poignets, aux genoux. Ils ont dû partis à la retraite avant, ils ont fait une rupture conventionnelle, ils sont partis. Donc moi, je pense que pour nous, les agents de nettoyage, je pense que pour nous, ça ne peut pas nous arranger. Là, déjà, je suis fatiguée. S'il faut travailler jusqu'à 67 ans, je vais faire comment ? J'aurai couper ou bien avoir la canne sur les quais, parce que ce n'est pas facile. Hein. La combativité de la classe dirigeante pour mettre un terme à cette période de la retraite où on est payé pour travailler librement, alors que le capitalisme nous paye pour la subordination, leur détermination à en finir avec ça, elle est totale. Le bien-être était un terme qui était présent dans le premier slogan de la CGT, à la création de la CGT en 1895, si je ne m'abuse. Liberté, solidarité, bien-être. C'est aussi un terme qu'on retrouve dans la pensée anarchiste, par exemple. Et c'est un terme qui a été totalement dépolitisé avec le capitalisme. Moi, en tant qu'infirmière, je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Vous imaginez, à 64 ans, là, actuellement, j'ai 60 résidents à ma charge, toute seule. Vous imaginez, à 64 ans ? Là, j'en ai 54. Et on a deux collègues récemment, il y a quelques mois en arrière, ils sont partis bien avant la retraite. Il y en a un qui devait partir 2 mois après, et il est mort malheureusement d'un arrêt cardiaque. Voilà, puis il y en a un qui est parti maladie, cancer malheureusement. Puis il y en a un à la retraite, il était à la retraite depuis 6-7 mois.
parti aussi. Et c'est pas fini. Hein. Peut-être dans quelques années, je serai plus là non plus. Les éboueurs de la ville de Paris sont en grève contre la réforme des retraites. Insupportable pour un pays comme le nôtre. L'image de Paris, c'est une honte. On ne peut pas laisser croître des montagnes d'ordures dans les rues de la capitale. Une retraite à 60 ans, c'est mérité. Et ceux qui disent le contraire, ils ont qu'à venir faire le boulot. Ils verront ce que c'est. Parce qu'apparemment, c'est si facile que ça. On est avec les camarades du site à bloquer l'usine et les garages de bennes pour pas que les bennes sortent et aillent collecter les déchets sur Paris. On sortira plus, on va essayer de s'organiser pour perdre le moins d'argent possible, même parce qu'on va forcément perdre des plumes. Mais bon, là, il faut vraiment durcir le mouvement. C'est important de donner aux caisses de grève. C'est la moindre des choses. Je n'ai pas une grosse retraite, mais il y a pire que moi et c'est bien de faire la grève. C'est bien, c'est bien. Façon de parler, ils n'ont pas le choix. Et si on veut arrêter tout ça, il n'y a que ce moyen-là. On a commencé à faire des grèves-events réguliers pour récolter des sous dans la caisse de grève et que ça soit dans celle de la France Insoumise, mais dans toutes les caisses des syndicats. Si chacun et chacune peut donner 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même que ça va aider pour tenir sur la durée. C'est un dispositif militant qui sert à aider des grévistes et à diminuer le coût financier de la grève. Après, ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être des caisses de syndicats abondées par des cotisations et souvent réservées aux adhérents. Ça peut être des collectes de solidarité pendant une grève où des donateurs veulent faire un geste pour aider les grévistes à tenir. Et donc ces formes-là, elles ont une évolution assez longue et chaotique dans l'histoire du mouvement ouvrier français en particulier. Ça remonte au moins aux révoltes de Canut à Lyon en 1831. C'est la première trace de caisse de grève que j'ai trouvée. Dès maintenant, pour tout nouvel abonnement aux médias, le premier mois est reversé à une caisse de grève. Grâce à vous, on bloque tout. Il n'y a pas de dialogue. Et on est je pense, un des rares ou un des seuls pays en Europe où quand il se passe des fortes journées de mobilisation comme on connaît, il n'y a pas un ministre, pas une première ministre, pas un président de la République qui dit tiens, peut-être se mettre autour d'une table. Enfin, c'est incroyable. Nous, on n'a pas pu aller au bout de l'examen, on n'a pas pu aller à l'article 7, donc on a passé la balle au Sénat. Cette réforme est une réforme idéologique de casse sociale, parce que quand on a le choix entre taxer les revenus du capital, faire surcotiser les hauts salaires, faire l'égalité salariale, ou bien taper dans les plus précaires, et qu'on choisit la deuxième solution, on fait le choix politique de la casse sociale. C'est la première fois qu'une loi de retraite est votée sans qu'il y ait zéro contribution du patronat. Et vous allez demander 2 ans à la vie des gens qui souffrent au travail, dont les corps sont usés et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à garder un peu de temps de vie en bonne santé pour pouvoir en profiter. À mon avis, on n'a jamais été aussi près, depuis en tout cas très 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 longtemps, de la possibilité d'une grève générale qui met en mouvement des secteurs extrêmement divers de notre classe. Ça va des agents de nettoyage précaires, des sous-traitants de la pétrochimie à des pilotes d'avion. Et je pense que ce qui se joue, c'est effectivement qu'est-ce qui va se passer après. On sait que demain c'est le 8 mars, donc c'est non seulement une journée où il faut évidemment reconduire la grève contre la bataille des retraites, mais c'est aussi un enjeu fondamental de lutte pour les droits des femmes à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est le 8 mars 2023. Bonne fête à toutes les femmes. Eh bien non, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. On ne veut pas de fleurs, de promo-maquillage ou de pas faire la vaisselle exceptionnellement ce soir. On veut les mêmes droits que les hommes. On veut la fin de l'impunité des hommes violents, que les filles du monde entier aient le droit d'aller à l'école, que les excisions cessent, les mariages forcés soient bannis, que les travailleuses aient accès à tous les métiers et aux salaires qui vont avec. On veut pouvoir marcher dans la rue à 3h du matin sans flipper, embrasser une fille sans être fantasmé, avoir des convictions sans être drama queen, être en colère sans être hystérique. On veut que nos sœurs Andy soient libres et considérées, que les travailleuses du sexe ne soient plus jetées en pâture, que la lutte féministe se fasse avec les femmes trans ou ne se fasse pas. On veut que nos corps soient à nous et ne regardent que nous, en jupe ou avec un voile, avant ou après avoir avorté, enchaînant les relations ou pas, que nos vies soient à nous. Ce soir, on ne célèbre pas la femme, on montre que les femmes sont fortes et déterminées. Le féminisme, c'est une lutte sociale, c'est une lutte écologiste, c'est
c'est politique tout ça, c'est pas que des histoires de quotidien de bonnes femmes chez elles. Tout ça, ça concerne notre société globalement. On a été alerté par des professionnels nous disant que sur un des médicaments concernant l'IVG médicamenteuse, il y avait des tensions qui existaient et ça fait partie d'un continuum de menaces concernant l'avortement. Le Conseil à l'égalité alerte depuis maintenant plusieurs années sur ces pénuries de médicaments qui touchent là le misoprostol, ont touché l'amoxicilline, ont touché le paracétamol. Si on ne résout pas les problèmes systémiques, on aura de cesse que d'apporter des réponses très court-termistes et d'augmenter le danger auquel sont confrontés tous les patients et patientes qui n'ont pas accès aux médicaments. Je suis en grève que depuis le 7 mars, donc depuis hier. On est en grève reconductible et puis on est venu aujourd'hui pour la journée du droit des femmes parce que les femmes sont particulièrement touchées contre cette réforme injuste au niveau des retraites que Macron et Borne veulent mettre en place. Aujourd'hui, après 3 jours de mobilisation, on voit qu'il y a des grèves reconductibles qui s'ancrent dans le pays, dans un certain nombre de secteurs. On est arrivé hier soir de toute la France, la Confédération paysanne, le MODEF, avec plus de 2 tonnes de marchandises qu'on va distribuer aux cheminots grévistes qui ont déjà perdu pas mal de journées de salaire. Donc ils vont remplir un peu le frigo. J'ai quand même remarqué moins de monde, il ne faut pas se le cacher. On sent une fatigue et surtout on sent un changement de stratégie. On sent beaucoup plus de gens dans les blocages, dans les plus petites manifs. Ceux d'Île-de-France, ils ont fait des manifs dans l'Île-de-France avec des actions de convergence de lutte, etc. Cette lutte contre la réforme des retraites, elle ne se passe pas qu'à Paris, on l'a vu dans les villes moyennes. C'est la France des grandes métropoles et des zones urbaines. C'est la France des banlieues et des villages. C'est la France des villes et des campagnes aujourd'hui qui s'opposent tous ensemble, telle une lame de fond à Macron. Le vote majoritaire des députés à l'Assemblée, il a une légitimité. Je dirais jamais l'inverse, parce que quiconque dirait l'inverse serait dans une logique anti-parlementariste. On ne peut pas considérer que c'est légitime, dans de telles conditions, un vote sur la réforme des retraites qui va toucher l'ensemble de la population et qui s'est fait au mépris des millions de personnes en grève dans la rue et au mépris aussi, j'allais dire, d'un débat serein au Parlement. Il faudra être devant l'Assemblée nationale s'ils décident de voter cette loi, de la faire passer, quelle que soit la forme, avec les LR ou en 49.3, il faut être devant l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'il ne va pas ni nous écouter, ni nous entendre. On verra ce qui se passe demain à l'Assemblée nationale et après. Bonjour, moi aussi je vous vois. C'est quoi le message que vous envoyez aux législateurs ? C'est de leur dire qu'on les surveille et qu'ils sont comptables de ce que la France exprime. Même s'il y a eu parfois des désaccords qui étaient tactiques, l'accord sur le fond, il était total. Donc on va continuer à se battre ensemble. Ensuite, sur la suite du mouvement lui-même, c'est pas à nous de donner les contours. Ce sont les salariés eux-mêmes qui choisissent leur mode d'action et qui choisissent ensuite la reconduite ou pas. Nous, on est là pour les accompagner, certainement pas pour leur dire de continuer ou d'arrêter. Si c'est un 49.3, moi je pense que ça remobilise tout. Le gouvernement a promis de ne pas passer par là. Oui, on va attendre demain. Le 49.3 est une possibilité tout simplement parce que ils ont joué leur va-tout, le qui tout double, et donc ils ne peuvent pas ne pas voir ce texte adopté. C'est un coup de théâtre alors que le projet de contre-réforme des retraites devait être soumis au vote de l'Assemblée nationale aujourd'hui et que le gouvernement avait promis de ne pas recourir au 49.3. La première ministre Elisabeth Borne a dégainé le fameux article constitutionnel après avoir été accueillie à l'Assemblée nationale sous des huées et sous une Marseillaise entonnée aussi en boucle par les députés de la NUPES. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écartées. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Là-bas, c'est l'Assemblée nationale que vous voyez. Et en fait, si on se tourne comme ça, là, vous voyez le dispositif policier qui est devant les quais. On a juste honte de ce que le gouvernement fait. On est hyper choqués, hyper déçus. Macron, il avait promis qu'il n'y aurait pas de 49.3. Finalement, comme d'hab, on voit qu'ils ne nous respectent pas. On ne peut pas appeler ça une démocratie. C'est le dépôt de carburant juste derrière moi qui a été pris d'assaut par la gendarmerie mobile pour y déloger les grévistes qui le bloquaient, qui bloquaient l'arrivée de pétrole et de carburant ici depuis bientôt une semaine. Ce qui se passe en France, ça me fait chaud au cœur, presque aux émotions. En fait, Total Energy prouve que le capitalisme ne connaît pas de frontières. Ils nous ont pris par surprise, de manière complètement déloyale, si on peut imaginer que de temps en temps il y a de la loyauté là-dedans. Et puis après, surtout, ils nous ont traités comme des criminels en fait, quoi. Tabassés, gaz, lacrymo, on a eu droit au flashball, voilà.
super. Nous sommes en action de solidarité parce que la direction de Total Énergie en Belgique a annoncé assez fièrement qu'elle livrait en carburant la France suite aux actions menées par nos camarades français. Et donc la direction de Total Énergie en Belgique se profile clairement comme étant des briseurs de grève et ça ne passe pas chez nous. On pense que c'est une très très mauvaise stratégie qu'a ce gouvernement par rapport à l'utilisation de la force comme seule réponse. On n'arrête pas de l'écrire dans notre acte, mais c'est vraiment ça, c'est la seule réponse qu'on a. Il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je ne l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Quand il désigne les factions et les factieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la rue, les gens sont des ennemis de la République. Cette fameuse expression qu'on utilise trop facilement du reste. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi? On l'élimine. Sauf qu'un manifestant n'est jamais un ennemi. Un délinquant n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que quand bien même des manifestants commettent des violences, ils sont d'abord des délinquants, c'est-à-dire qu'ils ont commis des infractions, et il revient à la police, dans un état de droit, d'utiliser la force strictement nécessaire, 1, pour faire cesser l'infraction, 2, pour appréhender la personne qui a commis l'infraction. Mais il ne leur revient pas de punir, de châtier physiquement et de tabasser. Il y a plusieurs policiers autour de moi et je sens quelques secondes plus tard un poids très lourd sur ma jambe. À ce moment-là, je ne comprends pas forcément qu'il s'agit d'une moto. Et accompagné bien sûr de plein d'insultes, de défoncez-le, tapez-le. Et je pense que moi je me protégeais le visage, donc j'ai pas vu si tout le monde a mis son coup de pied, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous mis un petit coup de pied. Alors, dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a même pas de manifestation, donc on ne peut pas dire que voilà, c'est parce qu'ils étaient en train de réagir à la violence de la foule. Non, c'était une une agression complètement arbitraire. On n'a commis aucune dégradation, on était juste à chanter les slogans qu'on connaît bien en manifestation, quoi. Il y a Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture qui avait dit les agriculteurs, ils comptent pas leurs heures, ils travaillent les week-ends. Vous êtes agricultrice, vous êtes paysanne, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette phrase d'Emmanuel Macron? Je ne compte pas mes heures, je ne prends pas de week-end, j'ai mal partout, mon corps il est déjà cassé. Et Monsieur Macron, je souhaite ça à personne, mais vraiment à personne. Et au niveau des retraites, il y a des régimes spéciaux. Ouais, alors effectivement, je suis pour la suppression des régimes spéciaux. On prend le meilleur et on l'applique à tout le monde parce que l'argent il est là. Et tous ensemble, à propos de la division, on a tous les mêmes ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas les gens qui sont au RSA ou les gens qui gagnent 4 000 €. Nos ennemis, ils ont 9 zéros sur leur compte bancaire. On grossit pour un gros élevage, on a plus de terre, etc., etc. Et en fait, pour gagner moins. Les résultats sont toujours inférieurs à ce qu'ils étaient avant, quoi. Je vois pas l'intérêt en fait de grossir pour travailler plus, pour gagner moins. Lutter pour l'environnement et pour l'écologie, c'est aussi lutter pour une société plus sobre, moins productiviste, moins consommatrice. Et on sait qu'allonger la durée de cotisation, donc allonger la durée de travail, ça va avoir un impact plus fort sur l'environnement. Dans les années 70, il y avait un peu plus de 1,5 million d'exploitations agricoles en métropole. En 2000, un peu plus de 600 000 et en 2020, 390 000. C'est clairement une hécatombe. Par contre, la taille des exploitations a doublé en 30 ans, passant de 27 hectares en 1988 à 69 hectares en 2020. Donc ça montre bien le chemin que cela a pris, l'agrobusiness. On voit que la question de l'eau en fait devient un vrai sujet, ça devient un sujet politique, ça a un peu été pendant l'élection présidentielle, mais bon, très vite évacué parce que la droite et les médias dominants ne s'intéressaient pas du tout à la question. Mais en vrai, ça va devenir de plus en plus un sujet politique. Et je pense que ça va être l'objet notamment des prochaines campagnes électorales, dans ton cas à l'échelle locale dans un certain nombre de régions. Et l'objet aussi de lutte, on parle d'accaparement de l'eau, mais on parle aussi de guerre de l'eau. Depuis les années 1980, le secteur du maïs et autres céréales se développe considérablement. Les paysages changent, l'eau vient à manquer. Si on ne compense pas avec de l'irrigation, on ne récolte pas grand-chose, c'est tout. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. C'est un enjeu vital. L'eau, ressource essentielle pour ces grandes cultures. À quelques mètres, le marais Poitevin et ses bassins versants, deuxième zone humide de France. L'État et les irrigants mettent un projet sur la table, construire des réserves de substitution dites méga-bassines. Des cratères de plusieurs hectares, bâchés et plastifiés pour pomper l'eau dans les nappes phréatiques en hiver et l'utiliser en été pour les exploitants irrigants.
Démarre alors le collectif Bassine Non Merci, collectif qui lutte contre ces projets agro-industriels et tente de défendre le marais poitevin qui s'assèche. Quel mépris de la part des ministres, les uns après les autres, que de dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation. Seuls 5% des agriculteurs ont accès à l'eau. Ça veut dire que 95% des agriculteurs qui participent à notre souveraineté alimentaire réussissent à produire de la nourriture sans ces foutues bassines. Quel mépris! Ce gouvernement, il est aux abois sur ces questions de flotte et qu'aujourd'hui, la seule réponse qu'ils savent donner à des citoyens, à des paysans, à des gens qui s'intéressent à la nature, à leur milieu de vie, face à ces préoccupations d'eau, de rivières à sec, de biodiversité qui se délite, c'est la répression. On se retrouve 25 000, 30 000 dans les plaines, les desserts de Sévrien, à tenter d'encercler une bassine et à se retrouver dans cette situation d'être face à 3000 hommes en armes, une armée, qui envoie en 2 heures de temps 5000 explosifs sur une foule bigarrée, composée à la fois de familles, d'enfants, de papis, de mamies, de tout un tas de gens plus ou moins, tous très engagés pour le coup, avec également des camarades plus déterminés et prêts à faire face à la barbarie militaire. Et avec ce bilan catastrophique de 200 blessés, avec des blessés graves, avec 3 camarades qui sont passés à côté de la mort. Et où on a subi de plein fouet toute la violence d'État dont Macron et Darmanin sont capables. On a assisté à une accélération de la répression qui a pris plusieurs formes. Il y avait des arrêtés d'interdiction de manifester quasiment tous les jours, toutes les nuits et dans des périmètres extrêmement larges. Le Conseil constitutionnel peut retoquer. S'il ne retoque pas, je pense qu'il va y avoir une vraie crise de confiance envers les institutions, qui existe déjà, qui est là, qui est présente. Les rues ne désemplissent pas, la colère ne redescend pas. Barreau d'honneur, ultime coup de pression populaire, le verdict du Conseil constitutionnel va-t-il sonner la fin du combat ou au contraire amplifier la motivation des troupes? Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, nous on va continuer à se mobiliser parce que cette réforme elle n'a aucune légitimité démocratique déjà et qu'on l'a vu, là on a vraiment une dérive autoritaire de la part d'Emmanuel Macron. Le printemps, je pense que c'est aussi un nouvel élan, même climatique, même de joie, avec des blocages qui se mettent partout et puis l'augmentation de la répression, contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis quelque temps, ça ne fait pas que tout le monde est démotivé, mais au contraire ça radicalise la population. On a été reçu par Elisabeth Borne, on a quitté la séance parce qu'elle ne voulait pas parler du retrait de la réforme des retraites. Donc c'est la même chose pour Emmanuel Macron, il faut qu'il ne promulgue pas cette loi, sinon il ne pourra pas diriger le pays. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant la réforme des retraites et a donc validé la quasi-entièreté de cette réforme. Le Conseil se prononce sur la compatibilité de la loi avec la Constitution. Dont acte, si une telle Constitution permet ce genre de manœuvre et de passage en force et d'obstruction au débat parlementaire et à la voie démocratique et à l'expression démocratique du peuple, la conclusion est simple, il va falloir changer de Constitution. Vous allez voir ou pas au moins un compte-rendu de ce qu'il a dit ou vous en foutez complètement? Surtout pas le savoir. Là je suis gavée jusqu'au trou de nez. Je veux même pas savoir ce qu'il a dit. En une semaine, il y a une soixantaine de rassemblements, concerts de casseroles et manifs pour emmerder le pouvoir, si je reprends les termes de notre cher président. Et là, ça s'en donne à cœur joie sur les réseaux sociaux. Complètement, les Français sont chauvins, aiment jouer et chacun veut hisser son département en tête. Les gens commencent à voir qu'on est bien plus nombreux que les quelques bourgeois et financiers qui nous écrasent. On est sur des étiages extrêmement élevés en termes de mobilisation, avec en plus à Paris aujourd'hui une dimension internationale qui n'a jamais été aussi forte pour un 1er mai.
Nous avons autour de nous près de 100 syndicalistes des 5 continents. Il y a des Brésiliens, des Coréens, des Colombiens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Allemands, des Espagnols qui sont venus à Paris défiler à nos côtés pour dire combien notre victoire en France, elle est importante pour eux dans le monde entier. Parce que si on tire les droits sociaux des travailleuses et des travailleurs français vers le bas, c'est les droits sociaux de tous les travailleurs et travailleuses du monde qui sont affaiblis. Les tensions continuent de grimper au Proche-Orient. En Israël, ce qu'on appelle déjà le gouvernement le plus à droite de l'histoire continue sa fuite en avant fascisante. Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont souvent difficiles. L'administration de la prison, elle fait tout pour briser la psychologie et la volonté des prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y a 4700 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Parmi eux, des enfants de l'âge de 13, 14, 15 ans. Quand je dis la Cour suprême défend les intérêts de la population, ils défendent les intérêts de la population juive. Oui. Sans même parler des territoires occupés, les Palestiniens qui sont citoyens, enfin qui ont la nationalité israélienne, qui sont environ 2 millions, eux ne sont pas défendus par cette Cour suprême. Et la Cour suprême, depuis des années, a toujours légalisé toutes les actions de colonisation, toutes les actions de discrimination contre cette population arabe palestinienne, à quelques exceptions près. J'ai le sentiment qu'on va toujours de plus en plus loin dans la violence, dans le recours à cette violence, notamment de la part des colons, et que je pense très sincèrement qu'on a atteint un point de non-retour. On y reviendra aussi sûrement tout à l'heure sur les perspectives d'avenir pour les Palestiniens, mais aussi les Israéliens. Et je pense qu'il est temps d'officiellement renoncer, même si c'est quelque chose qui est déjà acté depuis un certain nombre d'années. Mais je pense qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de dire que la solution des États n'est plus d'actualité. Depuis quelques jours, la presse et les commentateurs évoquent l'interview et les photographies faites par Marlène Schiappa dans Playboy. Ce sujet ne devrait pas nous intéresser un seul instant puisqu'il nous détourne de ce qui pourrait être un scandale d'État dans le contexte déjà tendu de la mobilisation contre la réforme des retraites. Dont on se rend compte, c'est que notamment les 2 principaux bénéficiaires de ce programme de financement, au total pour ces 2 associations, ça représente près de 700 000 euros. En fait, on fait tout sauf produire des contenus qui auraient vocation justement à s'adresser à un public jeune en voie de radicalisation, mais en fait, on utilisait l'argent du fonds Marianne en partie pour s'enrichir personnellement et aussi pour produire des contenus contre des oppositions à Emmanuel Macron. Dans les choses qui ont été créées, par exemple, il y a un compte Facebook qui n'a que 5 amis et globalement aucune publication à son actif. Donc en fait, c'est quasiment du travail fantôme. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est pour les classes moyennes. Quand on a baissé de 4 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ça a été sur les classes moyennes. Quand en début de ce quinquennat, on a supprimé la redevance audiovisuelle, c'est pour les classes moyennes. Et donc nous avons dans notre trajectoire budgétaire, c'est-à-dire, vous savez, on a prévu jusqu'en 2027 des dépenses, des recettes, pour tenir aussi notre déficit et commencer à rembourser notre dette, il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Il y a une déclaration très politique, parce qu'il dit 2 milliards, ça semblait énorme pour les gens. La classe moyenne, bon, on ne sait pas trop comment il a défini, je crois qu'il dit 1500, 2500 euros. Donc il dit ça, il y a une volonté politique de montrer qu'on fait des choses pour les classes moyennes et qu'elles n'ont pas à être fâchées pour la réforme des retraites. Donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Après, quand on regarde les 2 milliards, c'est quoi les 2 milliards ? Il y a combien de personnes qui gagnent en France entre 1500 et 2500 ? Il y a 10 millions de personnes, 10 millions de salariés. Si vous leur donnez 2 milliards, ça fait 200 euros par an. Si c'est par an, parce qu'on ne sait pas si c'est par an. Si c'est d'ici la fin du quinquennat, vous divisez ça par 3. Donc ça fait 60 euros par an, 70 euros par an qui vont être donnés. Donc c'est rien du tout. C'est clair qu'eux vont dire c'est quand même 2 milliards. C'est un petit peu d'huile pour faire en sorte que tout le reste puisse passer, mais c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Et les gens, face à l'inflation, face au reste, ne verront pas grand-chose de pouvoir d'achat en plus. Toutes les 3, vous êtes en grève depuis 2 mois et quelques ? Depuis le 22 mars. C'est ça, au 20 mars, pardon, excusez-moi. 20 mars. Ouais. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pour une augmentation de salaire tout simplement, chose qu'on mérite tous à l'heure actuelle avec le prix de la vie. L'élément déclencheur, c'est suite aux négociations annuelles, le 0%.
alors que l'entreprise se porte très bien. Le chiffre d'affaires, il est présent, ils ont des bénéfices. Donc c'est inacceptable d'avoir 0% en augmentation de salaire, sachant que Verbaudet, auparavant, avant le Covid, se portait pas très bien. On avait toujours un minimum entre 0,4 et 0,7 d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, l'entreprise se porte très bien et on a 0% d'augmentation de salaire. C'est inacceptable. On ne lâchera rien et j'estime qu'on le mérite en fait. Moi, j'ai 33 ans de société. Et je suis payée au SMIC, comme j'ai un de mes collègues, il y a 44 ans de société, il est payé au SMIC. Avec l'inflation, tout ce qui augmente, on s'en sort plus en fait. Heureusement que tous les patrons ne sont pas comme celui de Verbaudet. Et heureusement, j'espère, que le patron de Verbaudet va vite changer d'attitude et va vite revenir à la table des négociations. Sinon, la position de la CGT, elle est simple, je l'avertis. La CGT, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Nous avons des revendications simples. Si elles ne sont pas entendues, nous allons franchir un nouveau cap dans le niveau de mobilisation. Il y a eu 2 gardes à vue lundi dernier, 2 personnes extérieures de la CGT, dont une très violente sur un de nos collègues qui a eu pas mal de jours d'ITT avec une luxation d'épaule et des côtes cassées. Et le visage tout est raflé parce qu'ils étaient quand même 6 policiers contre lui pour l'allonger par terre, quoi. Il y a des mobilisations qui, franchement, pour la plupart, sont des mobilisations très pacifistes. Je crois que c'est une chance dans le pays et que plutôt que de mettre de l'huile sur le feu comme il le fait en permanence, il devrait être évidemment à l'écoute et permettre au peuple de s'exprimer. Mais je le dis tout en étant tout à fait lucide sur le personnage, parce que je crois qu'en termes d'exercice du pouvoir, Macron, c'est le pire de la Ve République. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 ferme avec bracelet électronique. Il a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Aujourd'hui, cette action, elle a pour but d'augmenter la pression sur Total pour demander l'arrêt des projets ICOP et Tilanga, qui sont 2 projets portés par Total en Ouganda et en Tanzanie. Ils sont en train de construire la plus grande pipeline chauffée au monde. Entre l'Ouganda et la Tanzanie, c'est 34 millions de tonnes de CO2 par an, c'est 100 000 personnes déplacées, c'est un scandale en tout point, humanitaire, écologique, en point de vue biodiversité aussi, parce que ça passe à travers un parc national, le plus grand de l'Ouganda. Et donc, en fait, on a des activistes qui sont venus d'Ouganda pour rappeler que c'est aussi un projet néocolonial. En fait, c'est l'idée d'avoir encore une fois une entreprise française, en collaboration avec une entreprise chinoise, KNOC, qui vont aller extraire des énergies qui ne sont pas les leurs, pour ensuite s'assurer de les exporter au maximum, d'accaparer encore une fois du profit et de condamner une fois de plus des populations qui sont déjà en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. 40% des terres agricoles martiniquaises seraient contaminées par le chlordécone. Un pesticide organochloré officiellement utilisé de 1972 à 1993, mais jusqu'en 2002 selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Serge Letchimy. Il y a une loi française de 2006, et je vais la lire parce que quand même elle dit bien les choses. Chacun a droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous pour son alimentation et son hygiène. Le PFOA est interdit en 2020 en France, mais les perfluorés sont des polluants dits éternels ultra résistants. Malgré ces conséquences désastreuses, les entreprises continuent d'utiliser d'autres composés chimiques de cette même substance, non réglementés pour le moment. On boit tous de l'eau chlordéconée, on boit tous des pesticides, on boit tous des poisons. Et il n'y a qu'à voir le nombre de taux de cancer en Martinique. Dans ma famille, j'en ai eu plusieurs. J'ai des personnes décédées du cancer. Quand mon père aussi il a fait les tests sanguins, il en a. Donc c'est indubitable qu'on est empoisonné. Un peu partout dans le monde, l'eau, elle est utilisée, elle est volée pour faire du fric, au détriment des droits des populations et notamment des populations rurales. C'est le printemps le plus triste que j'ai jamais vu. Des choses qui ont mis des milliers, des millions d'années à se construire, on peut comme ça, en quelques dizaines d'années, les réduire à néant. C'est assez fou. Donc là, il y a une symphonie de fauvettes à tête noire, a priori. Il y en a d'autres. C'est quoi la logique de vouloir sortir du sous-sol où elle est stockée gratuitement une ressource qui a un commun? Nous, on ne dit pas bien commun à la con, on dit un commun. Parce que déjà, dans le mot bien, il y a la possibilité de marchandiser la chose. Donc c'est un commun qui appartient pas qu'à l'humanité, hein, à la biodiversité aussi. Dans le fameux plan eau, il faut que le premier enjeu, ça soit de s'assurer que tous les habitants puissent avoir accès à l'eau potable.
Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, l'été dernier. Il y a des endroits où il n'y avait plus d'eau potable en France. On a une revendication centrale, c'est qu'il y ait une température maximale de travail, c'est-à-dire qu'il y ait une température qui soit inscrite dans la loi, dans le Code du travail, au-delà de laquelle le travail s'arrête, tout simplement. Il n'y a pas aujourd'hui à débattre de la réalité du changement climatique que nous vivons actuellement. Nous sommes en plein dedans et l'été 2023, le 4e plus chaud mesuré en France par Météo France, nous le rappelle. Les scientifiques sont formels, le 6e rapport du GIEC le répète. Les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent. Nous sommes déjà en plein bouleversement au cœur de la catastrophe. Il y a une partie des investissements de Total qui se dirigent sur de nouvelles infrastructures qui sont déjà hors les clous. On a déjà trop d'infrastructures fossiles pour rester sous 1,5 degré. Et donc on ne peut pas se permettre d'en ouvrir d'autres, de continuer à investir sur des nouvelles infrastructures comme ils le font, en prétendant que tout va bien et que tout est sous contrôle. Le dérèglement climatique est dû à ce système mortifère, le capitalisme, qui exploite à la fois les hommes et les femmes et les ressources de la planète. C'est absolument insupportable, l'injustice dans laquelle on est, que ceux qui sont les plus victimes du dérèglement climatique ne sont pas les principaux responsables. Elle fait une des entreprises les plus importantes à avoir favorisé le développement de la France-Afrique. Sa chute n'est pas complète, car Total rachète Elf en 2000 et va utiliser les réseaux de l'entreprise afin de continuer son expansion et de devenir la géante multinationale qu'on connaît aujourd'hui. Elf, en concubinage avec l'État français, a du sang sur les mains, beaucoup de sang. J'ai le droit d'aller justement manifester mon opinion à l'Assemblée générale. Et justement, quelle sera votre opinion? Qu'est-ce que vous allez exprimer aujourd'hui à cette Assemblée générale? Qu'il faut que Total se reconvertisse dans les énergies renouvelables, voilà. Très rapidement, vous nous avez parlé d'investissement dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez concrètement développer et nous dire exactement quel plan aujourd'hui Total doit mettre en œuvre et développer dans sa politique industrielle? Cette semaine, en effet, le couperet est tombé avec ce décret de dissolution d'un groupement de fait, parce que c'est assez inédit dans la configuration. C'est pas une association classique. Je comprends absolument pas pourquoi ce mouvement est dissous. Il n'y a aucune raison. Pour moi, ils font exactement le même job qu'avait fait la Confédération paysanne en son temps. Les actions sont similaires, elles ne sont pas plus violentes et il n'y a aucune raison, si c'est une raison absolument politique. Les mouvements écolos, on peut en être honoré, ça nous donne une nouvelle force, un nouveau poids dans la société, on est au centre du débat. En même temps, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. La réalité, c'est qu'on ne peut pas, par un décret de dissolution, par un décret administratif, arrêter la lutte et la mobilisation contre le changement climatique. Alors l'écologie pirate, c'est une écologie populaire, effectivement, populaire au sens où, en tout cas, elle a l'ambition d'être populaire, elle a l'ambition de s'ancrer dans la classe ouvrière, dans la classe populaire, alors en l'occurrence les quartiers populaires en particulier, mais c'est la classe ouvrière de manière plus générale. On a parlé de la terre, il y a aussi la question de la liberté, d'où le sous-titre, et nous serons libres. C'est donc la question de la terre, mais aussi la question de la liberté, c'est comment les deux s'articulent. Et la piraterie, évidemment, c'est le symbole de la liberté. Je fais notamment référence au manga One Piece, où en fait il s'agit notamment de 3 enfants qui arrivent à s'extraire comme ça d'une décharge et qui se jurent devant la mer, en fait devant l'océan, qu'un jour ils deviendront pirates. Et donc voilà, je pense que ça correspond politiquement à la soif de liberté, je suis sûre, qui anime beaucoup de gens, mais je pense qu'il anime particulièrement les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires. Ce matin, à Nanterre, un jeune homme de 17 ans a été abattu par la police pour, je cite, un refus d'obtempérer. Ce matin, le corps du jeune Naël, qui s'appelle ainsi, tué au volant de sa voiture, était encore chaud que nombre de médias titraient sur le sujet. Vous voyez à l'écran, à 10h48, BFM TV tournait déjà en boucle avec ses infos. Tir policier après un refus d'obtempérer. Ce matin, 8h16, refus d'obtempérer d'une Mercedes de couleur dorée. Un policier se met à l'avant pour le stopper. Le conducteur lui fonce dessus. Le policier tire une fois. Sauf que tout cela est la version de la préfecture, effectivement. Il y a un fait politique. La mort de Naël n'est pas due uniquement au policier qui a décidé de l'abattre. Ça a été facilité par 2 choses. La première, c'est la loi. En 2017,
le gouvernement, notamment mené par François Hollande, Bernard Cazeneuve et compagnie, ont permis une facilitation de l'utilisation des armes à feu. Dès que la loi a été promulguée, on a vu une explosion du nombre de tirs dans les cas de voitures en mouvement. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est tout simplement le climat d'ambiance aujourd'hui, qui est beaucoup trop propice aux idées d'extrême droite et à leur vocabulaire. Et sur ça, le gouvernement a une responsabilité directe. Ils n'ont peut-être pas les mots pour dire ou pas d'interlocuteur pour entendre, parce que, comme on le dirait dans mon jargon, ces agirs montrent bien qu'ils sont en quête d'un autre enfin en capacité d'y entendre quelque chose de leur souffrance. On leur prête des intentions, on leur dit non, ils sont juste là pour le saccage, pour piller. Bon, bah, en vérité, quand on discute avec eux, on se rend compte que c'est une démarche qui est extrêmement politique. J'ai des enfants de cet âge, dont un qui était ami avec Nahel, donc c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Ça aurait pu être mon fils qui aurait été concerné, donc je voulais être là. Ça me touche, on est des Noirs, on est des Arabes, ça touche que nous. On a des morts trop régulières dans les quartiers populaires. Alors, la première des identifications pour eux, c'est celui qui est mort. Ce n'est même pas celui qui est mort, c'est encore plus complexe que ça. C'est le mort. Ce n'est pas l'être qui vivait et qui est devenu le mort qui a été tué. C'est moi, je suis ce potentiel mort. Mon petit frère est ce potentiel mort. C'est Nahel qui est mort là. Hier, c'était Zied et Bouna. Mais en réalité, et ils le disent très, très justement, de manière extrêmement fine, dans leur discours, lorsqu'on prend le temps de leur donner la parole, ils disent, mais enfin, ce n'est pas que Nahel qui est mort, c'est un peu moi aussi. Mais c'est surtout moi qui vis dans le risque de mourir quotidiennement. GoFundMe juge que le fait de promouvoir un crime policier et d'enrichir celui qui l'a commis ne pose pas de problème. C'est un choix politique qui en dit long. Mais le choix politique le plus préoccupant est celui du gouvernement français qui regarde ailleurs et laisse prospérer une provocation peu susceptible d'apporter de l'apaisement là où le pays en a pourtant grandement besoin. Maintenant, vous voyez, c'est parce quoi ? Vous tuez quelqu'un de nos frères, on va tous vous c'est tout. Ouais, pour vous, c'est la réponse à la violence de l'État. On touche un de nos frères, on paye, c'est tout. Franchement, on veut juste que la justice soit faite parce qu'il s'est fait tuer pour rien du tout et franchement, la France, ça va pas. Et moi, j'incite pas que ça se calme. J'espère que ça va continuer jusqu'à qu'il tourne en prison. C'est la seule solution qu'il y a à faire. Je suis absolument pas d'accord pour la violence. Je suis pour une méthode de manifestation complètement pacifiste. Il faut que l'on fasse entendre notre message, mais de la bonne manière. Il ne faut absolument pas que ces actes soient reliés à une aussi belle cause. On ne devait pas se retrouver aujourd'hui sur la place de la République. On devait se retrouver à Persan-Beaumont, comme chaque année depuis la mort de mon petit frère. Nous allions marcher cette année pour la 7e année, pour demander la vérité et la justice pour Adama. La CGT dénonce les violences policières et le racisme systémique. La CGT dénonce les droits et atteintes au droit de manifester, au droit d'expression, au droit de mémoire. Et là, on le voit encore aujourd'hui. Même pour s'exprimer, pour faire une conférence de presse, nous sommes en train d'être nassés par la police. Ce n'est plus possible, ces atteintes aux droits, des droits qui sont constitutionnels. Dans ce contexte, pour le moins tendu, de nouvelles révélations de Mediapart viennent aggraver le cas de David B., l'un des policiers impliqués dans le martyre d'Eddie. Elles mettent aussi en lumière les graves conséquences de l'impunité des forces de l'ordre. En effet, David B. était déjà impliqué le 8 décembre 2018 dans le tabassage insensé de la jeune Angelina, 19 ans, en marge du mouvement des Gilets jaunes. C'est un rêve qui se réalise. Le 20 octobre, une chaîne d'information alternative et engagée, financée exclusivement par ses sociétaires, ses abonnés et ses donateurs, sera diffusée à la télévision, dans un peu plus d'un mois seulement. C'est donc bien sur les collèges et lycées que l'attention est particulièrement marquée et les caméras braquées cette année. Plus d'1 millier de postes d'enseignants sont restés vacants encore cette année. Dans l'affaire de Lucas, il faut s'en souvenir, en
fait, il y a eu une émotion très vive, très partagée, unanime, sur l'idée que c'était épouvantable de voir un jeune de 13 ans se tuer parce qu'il est gay et parce qu'on lui reproche son orientation et son identité, ce qu'il est. Mais il n'y a pas eu de communication sur l'établissement, où les seules qui ont existé, c'est celle du rectorat, pour dire, en fait, on a eu des signalements, mais tout a été bien géré et c'était très circonscrit. C'est un autre gros chantier républicain, là aussi, qui donne le ton de cette rentrée scolaire. L'interdiction de l'abaya dans les quelques 60 000 établissements que compte notre pays. Vendredi matin, ma fille se rend en cours comme d'habitude. Elle rentre en classe et là, un surveillant vient la chercher dans sa classe et lui demande d'aller voir le proviseur dans son bureau. J'aimerais que vous m'expliquiez du coup comment vous décrétez qu'une tenue est ostentatoire ou non. Alors, l'abaya, il n'y a pas de définition particulière. C'est une robe. La définition La seule chose, dialectale, c'est une robe. La seule chose qui est très claire, c'est que lorsque le port d'un vêtement montre très clairement une appartenance à une religion. En un week-end, ce qui en réalité ressemblait à une sorte de révolution de palais a pris des allures de face-à-face ravageurs entre la rue nigérienne et le sommet de l'État français. On est presque unanime à considérer que si jamais il y avait une intervention au Niger, en plus de dégâts collatéraux de l'intervention de l'OTAN en Libye qui n'ont pas été encore réglés, les deux interventions associées créeraient une catastrophe. C'est autour du Congo que s'est joué le partage du continent africain, les règles de partage de l'Afrique. Et on entre dans la deuxième mondialisation, il faut du cuivre, du caoutchouc. Donc ce sont déjà des millions de morts. On parle au moins de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il y a des débats autour du rôle des agents du roi Léopold II qui permet cette seconde mondialisation, qui permet également un peu plus tard d'avoir accès à l'uranium pour les Américains, qui donne les 2 bombes atomiques et l'entrée dans l'ère nucléaire. Les Européens disent, et peut-être se disent à eux-mêmes, quelque part, avec sincérité, j'en sais rien. En tout cas, ils disent, nous, on est le pays des droits de l'homme, des Lumières, la Révolution française, c'était il y a un siècle, et on va leur apporter les Lumières et les droits de l'homme. Moyennant quoi, évidemment, les Européens sur place vont perpétuer les pratiques d'esclavage. Mais en changeant le nom, rebranding. Voilà, en changeant le nom, ça s'appellera plus des esclaves, ça s'appellera des captifs. Et des captives, d'ailleurs. Et évidemment, les camps dans lesquels on ira puiser les captifs nécessaires à toutes sortes d'entreprises, ce ne sera pas des camps, ce sera des villages de la liberté. C'est-à-dire on va totalement changer les noms. Les contextes même des décolonisations sont porteurs justement de cycles de revanche, de vengeance et de guerre et de conflit et de déstabilisation. Et donc je dirais qu'effectivement, il y a une dimension coloniale dans la guerre qui sévit aujourd'hui à l'est de la RDC. Cette amnésie, elle est surtout fabriquée par notre volonté. Et c'est une volonté qui est réitérée de siècle en siècle. Est-ce qu'elle ne s'appuie pas sur la certitude, la foi inébranlable que nous sommes un peuple civilisé? Nous, Français. Oui. Nous, Européens. Oui. Bien sûr. Vous savez, pour ce livre, j'ai rencontré des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur ces questions. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que m'ont dit plusieurs d'entre eux ou d'entre elles, c'est en fait l'Afrique, la France s'en fout. Françaises, Français, mes chers compatriotes, vous le savez, depuis ce matin, une nouvelle chaîne est apparue sur vos télévisions. Elle constitue une menace pour l'ordre établi. J'en appelle au sens des responsabilités de chacune et de chacun d'entre vous. Ne la regardez pas, ne l'écoutez pas, ne la soutenez pas. C'est la chaîne de ceux qui ne sont rien. Le 20 octobre, changez de chaîne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. On est là, ça y est, il y a 45 jours, nous lancions un compte à rebours avec un rendez-vous et nous y sommes. Il est 20h, dépassé de quelques minutes, évidemment, nous sommes en direct et c'est une première historique, on va le savoir ce soir, on va le dire, en ce vendredi 20 octobre 2023 et nous prenons l'antenne en direct simultanément sur Internet, sur YouTube comme d'habitude, notre site Internet aussi et à la télévision. Pour lancer conjointement une opération à 3 niveaux, par la terre, par les airs et par la mer,
en étant dans l'enclave la plus surveillée du monde, avec l'utilisation de près de 5000 roquettes dans les premières 24 heures, ce qui correspond à ce qui était utilisé avant sur une période de 50 jours. Tous ces préparatifs, le recueil de renseignements préalables pour savoir quand attaquer, où se trouvaient les cibles civiles et militaires qu'ils ont visées, tout ça demande des mois de préparation. Et ce qui nous étonne, c'est que ces mois de préparation sont passés complètement sous le radar de la surveillance israélienne, qui a fait de sa capacité technologique de surveillance une arme même sur le marché international. Une chose est cependant sûre, Théophile, et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que les formes nouvelles de conflictualité sont de moins en moins des formes interétatiques classiques. Donc, elles mêlent de plus en plus civils et militaires, personnel de l'État et simples citoyens, individus, piétons des États et des nations et des sociétés. Et que de ce fait, la tragique indifférenciation entre le civil et le militaire ne fait que croître. Même si c'était interdit, c'est important de venir. Moi, je suis venue aux 3 manifestations. J'ai été verbalisée d'ailleurs l'autre jour, mais je m'en fous. La vie des Palestiniens veut bien une amende à 135 €. J'ai été aussi choquée par cette présentation du 7 octobre, comme si finalement c'était un massacre qui arrivait comme ça de nulle part, que personne ne pouvait comprendre. Mais non, il y a une guerre, une véritable guerre. Il y a une politique systématique d'oppression, de spoliation, de colonisation, qui a même subi donc une accélération depuis 1 an avec ce gouvernement Netanyahou. Soit on considère que le Hamas a déclenché une guerre et qu'il n'y avait avant cette guerre, avant ces attaques de samedi, absolument rien qui relèverait du déni des droits, de l'oppression ou de la colonisation, soit on reconnaît qu'il y a un contexte colonial, que les Palestiniens, depuis plus de 70 ans, et on pourrait même remonter encore, sont la cible, l'objet d'une violence qui est systématique, ça s'appelle le colonialisme. La dimension morale ne peut pas tout. Évidemment, n'importe qui de normalement constitué condamne ce qui se passe actuellement à Gaza. Je dis normalement, évidemment. Mais la dimension morale ne suffit pas parce qu'il y a une dimension politique qui s'y raccroche. Ce qui ne veut pas dire qu'on met la question morale de côté. Moi, je partage l'idée qu'une vie, c'est une vie. Il n'y a strictement aucun problème. Je dirais même qu'un mort, c'est un mort. Et que les conditions qui nous animent ici tous autour de la table doivent nous amener à condamner cela. Mais si on en reste là, si on dépolitise la question, on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut historiciser ce qui se passe, qui ne veut pas dire, encore une fois, relativiser tel ou tel fait. Historiciser, c'est rappeler simplement le contexte. Qui va avoir accès à la Palestine? Ça va être l'empire colonial britannique, parce que l'empire colonial britannique, à ce moment-là, il est dans la Société des Nations, donc c'est l'ancêtre de l'ONU, et c'est cette Société des Nations qui va lui attribuer le mandat de gérer la Palestine. Et c'est parce que l'empire colonial britannique gère la Palestine qu'il va autoriser les sionistes à venir s'installer sur le territoire et que le conflit va commencer en fait. Et les Palestiniens à ce moment-là, qui sont donc des Arabes musulmans qui vivent sur le territoire, sont d'abord dans une guerre de libération. Ils veulent leur indépendance aussi vis-à-vis des colons britanniques. Et du coup des populations juives qui commencent à arriver. L'Occident a sa part de responsabilité. C'est l'Occident qui a participé à créer cette colonie, et c'est aussi l'Occident qui a laissé Israël violer le droit international pendant 70 années. On rappelle qu'il y a plus d'une centaine de résolutions de l'ONU que Israël ne respecte pas. On rappelle que Israël ne respecte pas le droit international. Pourquoi ? Parce qu'elle a le soutien de puissances occidentales, en particulier les États-Unis, mais la France, depuis quelques années, joue aussi un rôle important là-dedans. Il a montré que les droits de l'homme qu'il défend lui-même, en fait, ont été une forme d'hypocrisie, puisque c'était les droits de l'homme dans le monde occidental et pas dans le monde colonial. Et je pense qu'effectivement, être universaliste, c'est justement commencer par condamner le mal qu'on fait nous-mêmes aux autres qui sont nos égaux dans une commune humanité. We are living in a reality in which the more Israelis breathe, the more Palestinians choke. I cannot empathize with the need of Israelis to breathe more, because this means that I will choke more. Avoir des policiers qui débarquent le matin à 6h chez une journaliste indépendante, qui perquisitionnent chez elle pendant 10 heures, qui mettent l'appartement sans dessus-dessous, qui la mettent en garde à vue par la même occasion, sans la présence d'un avocat, qui lui mettent la pression pour qu'elle révèle ses sources, comment vous dire, on est abasourdis à Disclose, évidemment, parce qu'on a l'habitude des pressions.
Mais là, c'est vraiment beaucoup et on est très, très, très en colère. Parce que c'est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. C'est un message à tous les journalistes français, à savoir n'enquêtez pas sur des secrets d'État, n'enquêtez pas sur les ventes d'armes décidées au plus haut niveau de l'État français, même si c'est antidémocratique et ce n'est pas normal. N'enquêtez pas parce que sinon vous allez vous retrouver au même endroit qu'Ariane Lavrieux, en prison. Macron, assassin, Milibol, complice. Je suis là parce qu'il y a le stand d'Israël qui est présent. L'État d'Israël soutenu par tout l'Occident depuis 75 ans. Donc nous sommes ici pour dénoncer et demander un cessez-le-feu immédiat, que la France ne soit plus complice. Arrêtons l'armée d'Israël. La France est complice d'un génocide en cours. C'est pas une guerre qui se déroule, c'est un véritable génocide. Gaza est plongé dans les ténèbres. Il n'y a pas de journalistes internationaux qui sont acceptés sur toute la bande de Gaza. Il n'y a plus de communication Internet, les gens sont coupés du monde et les seules informations qu'on a émanent de l'armée israélienne. On a de la propagande des deux côtés, le Hamas ne reconnaissant quasiment pas d'exactions. Donc on voit bien, et côté israélien, il y a des exactions qui ont été avancées, qui n'ont pas été effectuées, comme cette histoire des bébés décapités, dont on a vu que c'était faux. Les médias français ont trop tendance à confondre les porte-paroles de la communauté juive, les porte-paroles des institutions juives, à commencer par le CRIF d'ailleurs, mais pas seulement, à les confondre avec les juifs de France. Vous savez, il y a un tas de juifs de France qui ne se reconnaissent absolument pas dans le CRIF. Je vais vous dire, moi comme juif, j'en ai rien à foutre de la culpabilité des Européens. Franchement, j'en ai rien à faire de la culpabilité des Européens. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'écraser un peuple pour faire plaisir aux Européens et pour les débarrasser de leur culpabilité ou pour avoir une avancée occidentale dans le Moyen-Orient. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non? Le reste, c'est de la vomissure d'inconscient, mélangé de colonial et mélangé d'antisémitisme. Ça met en danger la planète entière. Personne ne va se relever indemne de ça. Ni les puissances occidentales qui vont être haïes par le 1,5 milliard de musulmans et encore beaucoup d'autres qui ne sont pas musulmans mais qui les détestent. Dans le sud global. Les juifs qui seront détestés parce qu'on leur a permis de faire ça. Moi, je me sens mis en danger par Israël. Il se trouve que je suis né à Jérusalem, que je suis d'origine israélienne, que je suis juif, ce dont je ne fais pas un argument le moins du monde. Mais puisqu'on parle là à un niveau personnel, ça ne me donne aucune légitimité, ça me met dans aucune position singulière. Simplement, du point de vue de ma propre perception, je me sens mis en danger. Et je pense qu'Israël, c'est pour ça que je ne me définirais même pas comme pro-palestinien, parce que je pense qu'Israël mène une politique suicidaire et que le nihilisme israélien entraîne avec lui le nihilisme de cette région. Et le nihilisme du Hamas est une sorte d'image en miroir de cette fuite en avant terrifiante dans laquelle Israël est engagé depuis maintenant des dizaines d'années. La tragédie, elle est pour les deux peuples, je tiens à le dire. La tragédie, elle est pour les deux peuples, pour la simple... D'ailleurs, on l'a vu le 7 octobre, parce que un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Il ne peut pas vivre dans la sécurité. Et c'est la mère expérience que les Israéliens font aujourd'hui, puisqu'ils réalisent que, en effet, ils ne peuvent pas vivre en paix en opprimant les Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et y compris en Israël, avec ce qu'on peut appeler un apartheid quand même. Tout soldat, toute soldate devant le checkpoint, il peut humilier un Palestinien d'une façon aléatoire, pour des raisons de faciès, pour des raisons de papier, pour des raisons de cigarettes, pour des raisons d'habits. 3 ou 4 soldats décident par exemple de déshabiller des personnes parce qu'ils estiment que peut-être ils avaient des ceintures explosives. Tout est permis, quoi. Et c'est ce sentiment d'être regardé, filmé, enregistré, fouillé, humilié, rendent la vie insupportable en Palestine.
Joe Biden a-t-il trouvé la martingale pour convaincre ou contraindre Benjamin Netanyahou et sa majorité à réengager un processus de paix avec les autorités palestiniennes maintenant que Tsahal est entré dans Gaza? Poser cette question, n'est-ce pas caresser de vaines chimères dans une atmosphère de nettoyage ethnique programmée? Et la gestion des otages est aussi vivement critiquée. Alors que 200 Israéliens sont encore captifs du Hamas, l'État israélien a privilégié pendant plus d'un mois la stratégie de la destruction massive de la bande de Gaza et non la négociation pour la libération des otages. Israël et le Hamas ont enfin trouvé un accord sur le sort des otages. Cet accord permet la libération de 50 otages. En échange, 4 jours de cessez-le-feu et la libération de 150 prisonniers palestiniens. I think people need to imagine freedom, to develop mental pictures, mental images for moments of freedom, for moments of the end of the occupation, for moments in which the wall will fall and Israeli troops will pack their tools and get away from our doorsteps. Moi, ma conviction de communiste, c'est ça. C'est qu'il y a de la place pour les deux peuples dans cette région et que deux peuples qui ont des cultures, des langues différentes, des croyances différentes, peuvent bien sûr vivre côte à côte. Mais ça, c'est rendu impossible dans ce monde impérialiste parce que ce n'est que rapport de domination, ce n'est que rapport d'opposition et d'exploitation. Voilà la réalité. Donc c'est la raison pour laquelle moi je combats tout ça et je pense que la perspective, au fond, c'est de remettre en cause l'ordre impérialiste. La tension monte sur fond d'instrumentalisation du meurtre du jeune Thomas. Ce week-end, plusieurs ratonnades de l'ultra-droite sont survenues à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Les ratonnades, ça date de la guerre d'Algérie, quand les pieds noirs ou les colonialistes blancs s'organisaient pour tabasser ou tuer des Nord-Africains en France ou au Maghreb. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Et à partir des années 70, quand l'empire colonial français est en ruine, ce type de violence continue à tuer en métropole. C'est une attaque fasciste. C'est ça qu'il faut dire. Moi, je ne manie pas les concepts juste pour faire, pour faire effet. Mais qu'est-ce qu'on apprend par fascisme? Le fascisme, c'est organisé très strictement avec une division du travail militant entre des groupes violents, armés, qui se sont pris aux adversaires, à leurs adversaires autoproclamés, et de l'autre côté, des partis qui ont pu conquérir un espace dans l'espace électoral. Il y a quelques jours de cela, le policier qui a exécuté froidement Naël est ressorti après plusieurs demandes de remise en liberté. Je m'appelle Tierno Baldi, j'ai 26 ans, je viens de Guinée-Conakry. J'ai traversé plusieurs pays avant d'arriver en France comme migrant clandestin. Le trajet, il reste pour moi traumatisant jusqu'à aujourd'hui. J'en fais des cauchemars. Il y a des moments que je voudrais vraiment oublier et d'autres pas forcément. Il y a une sorte de marché des pays européens. C'est pas du tout la France. Offre un modèle tout à fait attractif lorsque l'on est en effet clandestin. Et la volonté de la droite sénatoriale est de réduire les flux et donc de réduire cette attractivité française. J'ai une toute petite expérience de l'aide aux migrants et quand les migrants arrivent, l'endroit où ils veulent aller, ça n'est absolument pas la France, c'est l'Allemagne. L'Allemagne parce qu'elle offre en effet un avenir économique plus certain que la France. Mais aussi parce que l'Allemagne réserve un traitement humain, digne aux immigrés. La France également. On en doute de plus en plus. La rétention de personnes qui ne sont pas des criminels, qui sont simplement des personnes qui n'ont pas de papier. On ne parle pas de personnes qui sont hautement dangereuses, etc. Mais qui sont considérées comme telles, qui n'est pas un crime, mais qui sont considérées en fait au vu de ce à quoi ressemblent les centres de rétention administrative, qui sont considérées comme des personnes extrêmement dangereuses. Et ensuite, à l'intérieur, je pense qu'on est quand même sur un niveau d'indignité qui est quand même assez impressionnant. Enfin, là, les images qu'on voit, c'est évidemment pas de la nourriture. Moi, j'étais sur place, ça ne sentait pas la nourriture, ça sentait la matière fécale, quoi. Il y a en fait des excréments au mur dans les lieux qui sont les premiers lieux dans lesquels arrivent les personnes sans papier. Le groupe écologiste, avec ses partenaires de la NUPES, ont présenté une motion de rejet préalable pour bloquer le projet de loi avant discussion. Une motion construite pour faire de manière assez naturelle le plein de voix à gauche. A priori, le pari était de rallier les élus de droite et d'extrême droite, dont un grand nombre sont hostiles au projet de loi Darmanin pour des motivations inverses de celles des parlementaires de la NUPES ou de l'ex-NUPES ou de l'ex-future NUPES. Et là, on peut le dire, pari réussi, mission accomplie. Le texte a donc été rejeté. Les 2 semaines de débat parlementaire qui étaient prévues ont été annulées. Donc ça repart soit au Sénat, soit en commission mixte paritaire. On va le savoir dans les prochaines heures. Donc
le texte était trop d'extrême droite pour la gauche, trop laxiste pour la droite et l'extrême droite. Bref, ce n'est pas passé au plus grand bonheur de ceux qui avaient porté cette motion, les écologistes. On les écoute. Avec le rejet du texte immigration, c'est l'échec d'un gouvernement qui, depuis des mois, passe en force avec des 49.3 méprisant l'Assemblée nationale. C'est l'échec de Gérald Darmanin, un ministre qui n'avait ni vision ni cap. Un ministre qui s'est fait copie des idées d'extrême droite, qui a repris leurs propositions, qui a repris leurs mots. Aujourd'hui, c'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi de venir vivre leur vie en France, qui nous ont fait confiance. C'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui font vivre chaque jour les principes de solidarité, les principes de fraternité. Les écologistes en ont conscience, le combat continue. C'est pour éclairer l'ensemble des parlementaires, comme on a fait d'ailleurs devant le Sénat, pour dire que ce projet de loi, on n'en veut pas. Et on ne demande même pas des amendements, on demande les retraits purs et simples de ce projet de loi, parce que dedans, rien ne va. Normalement, le but en fait, de cette CMP, c'est trouver un consensus pour que la loi soit votée après le camouflet qu'a connu Gérald Darmanin et la motion de rejet votée la semaine dernière. Alors, pour sauver le texte, l'exécutif négocie avec les Républicains. Les LR défendent la version durcie du texte avec la suppression de l'AME, par exemple, au Sénat. Il y a déjà eu des pré-discussions ce week-end entre les macronistes, l'exécutif et le parti des Républicains. Vous avez une majorité relative qui va accepter de représenter demain au Parlement, si la CMP est adoptée, un texte qui est totalement identifiable à la préférence nationale. Je rappelle que le président de la République a été élu puis réélu parce que des millions de gens dans notre pays ont choisi de faire barrage aux idées rances de l'extrême droite et ils assistent actuellement à l'entrée de pans entiers du programme de la famille Le Pen dans la loi. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales. Les masques de la prétention de la bourgeoisie à incarner cette espèce d'alternative progressive sont enfin tombés et on peut enfin voir que la fascisation en cours dans ce pays est portée par le pouvoir du fait de ces politiques. Et là, l'alignement est clair, puisqu'on a un alignement, 50 nuances de FAF à l'intérieur de la droite française, entre la droite, les Républicains, la droite du Rassemblement national et la droite LREM. Je voudrais rappeler de quoi on parle en fait. On parle de la vie, de la survie de milliers de personnes. Tout ça ne va rien apporter de bon au pays. Tout ça ne va rien apporter de bon aux Français et aux Françaises. Personne n'en tirera de bénéfice, sauf l'extrême droite, qui effectivement jubile, parce que nous avons la Macronie qui est en train d'appliquer une bonne partie de son programme. Le 16 décembre, un communiqué de France Diplomatie nous indique qu'un agent qui travaille depuis des années pour la diplomatie française a été tué lors d'un bombardement israélien. Et la France demande de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et ce genre de formule diplomatique éculée semble aujourd'hui ne pas être à la hauteur de la situation. On rappellera que le 3 novembre également, une frappe israélienne avait touché l'Institut français à Gaza et que la diplomatie française a eu à peu près la même position, toujours demander la lumière, et pourtant la lumière est simple. L'armée israélienne et l'État colonial israélien ne respectent pas le droit international, et y compris le droit de la guerre. Les Houthis ont orchestré un coup d'État fin 2014 et ont déposé le gouvernement yéménite qui a dû fuir dans le sud du pays. Et après donc, ce coup d'État militaire de la part des Houthis, eh bien, le mouvement s'est accaparé le nord-ouest du Yémen et administre aujourd'hui, illégalement, on va dire, une grande partie du territoire yéménite, là où en tout cas où il y a les plus gros foyers de population. Ce qui est extraordinaire, c'est que 20 000 Palestiniens peuvent mourir à Gaza et on commence à s'en lasser dans les journaux télévisés. Mais que des bateaux qui viennent ravitailler l'économie européenne, ou d'ailleurs l'économie chinoise, puissent être menacés dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans la mer Rouge, ça, comme dirait M. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, c'est inacceptable, il faut monter une coalition militaire pour l'empêcher. Ouais, ça donne une idée de notre monde.